Short numéro 9. Aujourd'hui, on a maté Miami Connection et Troll 2. Bonjour Caroline Poisson. Bonjour Vincent Tozzini. Si vous ne le savez pas déjà, le concept du Popcorn Short, c'est de se faire découvrir des films, soit Caroline qui me fait découvrir un film qu'elle s'assure que je vais détester, soit moi qui fait découvrir un film à Caroline. Qu'elle va adorer. Qu'elle ne peut qu'adorer, évidemment. Mais là, exceptionnellement, on fait une petite... émission thématique, c'est la raison pour laquelle il y a... Exceptionnellement, comme tout le dernier Popcorn Short. Oui, c'est vrai en fait. Chaque fois, on a une bonne raison autre que la tradition du Popcorn Short pour se faire découvrir des films. Et là, en l'occurrence, ça va être la soirée Nanar Liège qui se profile là très prochainement à Liège. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on n'est pas que tous les deux. Caro. On n'est pas que tous les deux. Donc, Nanar Liège, c'est la 3e édition. C'est la décentralisation de Nanarland ici à Liège, en Belgique, pour nos auditeurs français. Venez, franchement, on est sympa. Ce sera le 5 avril au cinéma Le Parc des Grignoux. Donc on espère que vous écoutez notre épisode juste à sa sortie. Et pour l'occasion, on a invité Marine Labourie, qui est une de nos invitées préférées, à venir mater ces films avec nous et qui va présenter la soirée avec nous. Alors dans le studio, on a aussi Charlotte, la stagiaire de chez Mefamo, le super bureau qui nous accueille, la super atelier de prod qui nous accueille, qui va nous enregistrer d'une façon exceptionnelle. On a Siem qui est venu supporter les films avec nous, faire des vidéos et manger des pâtes, qui est en fait ma stagiaire personnelle, mon amie, l'assistante à vie. Et on a Antoine Bourse qui s'est aussi invité avec nous pour le plaisir d'être avec nous. Antoine qui est aussi un de nos invités préférés. Et de découvrir Troll 2. Non, c'est juste pour être avec nous. Non. C'est parce qu'on s'aime bien ici. On aime bien passer ce soir ensemble. Si vous êtes un habitué du podcast, vous comprenez maintenant que dans ces locaux, il y a tout le temps du passage. Oui. On traîne. Donc, Marine, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur ce premier film que nous venons de... Je ne vais pas dire subir, parce que nous allons donner envie à nos auditeurs de regarder ce film le 5 avril avec nous. Mais en fait, peut-être pour resituer le contexte, on sort des deux visionnages là à l'instant. On vient de se taper les deux films. Voilà, et des grosses passes qu'on a crevé. Voilà. Et donc, on a regardé Miami Connection, et là, on vient de terminer Troll 2, et on va donc parler... Et il est 21h45, on est un peu au bout de notre vie. Oui, donc, comme tu dis, présenter en effet le film, je viens de le voir, donc ma présentation va être extrêmement succincte, puisque je viens de digérer tout ça, donc je vous promets que pour la vraie soirée nanar, vous aurez vraiment une super présentation. Mais donc, ce que je peux vous dire, c'est que Miami Connection est un film réalisé par, je suis vraiment désolée de ma prononciation, mais Woo Sang Park. Et alors, YK Kim. Oui, alors je me suis posé la même question que toi en voyant le générique. Je me suis dit comment se prononce YK. YK Kim. YK Kim qui n'est pas uniquement en fait le réalisateur du film, qui est également le scénariste, le producteur, le comédien et également le professeur d'art martiaux du film. À chaque fois qu'on a ce cas de figure, maintenant on pense à Tommy Wiseau. Oui, c'est vrai. Oui, moi je pense à Xavier Dolan, mais tu vois, c'est mon côté cinéphile. Oh là là, on cite Xavier Dolan pour annoncer Nanar Liège, incroyable. Dans la pelouse dans ce film. Oui, non, ça n'a rien à voir. Et donc, qu'est-ce que c'est Miami Connection ? Donc, en fait, j'ai essayé de trouver une espèce de définition sur Internet, et ce que j'adore, c'est qu'on cite en premier le genre, on dit que c'est une comédie musicale. Alors, je suis moyennement d'accord avec, mais en effet, vous avez des chansons dans le film, et je vous promets qu'à la soirée, ça va chanter. Donc, venez pour chanter avec nous. Les musiques sont... On a prévu une version karaoké. Ouais, voilà, ça parle de dragons et de ninja, parce que c'est également un film de ninja, parce qu'on adore les films de ninja, à la soirée Nanar Liège. Ouais, des grosses moustaches aussi, des mulets, tout ça. Voilà. Et un film de tatanes, donc de grosses tatanes d'un groupe de rock, en fait, un groupe de rock qui va foutre des grosses tatanes à des ninjas qui sont également des membres de la pègre de la ville. Et dedans, il y a une histoire de père à retrouver, il y a une histoire de sœur à protéger. Il y a une histoire de groupe jaloux. De groupe jaloux. Oui, c'est ça, de rivalité. Une histoire de sœur beaucoup plus soft que Whitefire, pour ceux qui étaient l'année dernière. Ouais, mais il y a quand même des boobs. Pas de la sœur, mais il y a des boobs. Pas beaucoup, hein. Donc voilà. Est-ce que je vous laisse un peu donner votre avis ? Est-ce que je lance sur le mien ? Comment ? Fétichistes des pieds aussi peuvent être assez ravis. Yes. Il y a pas mal de scènes de pieds aussi. On aime bien. Ton avis ? Beaucoup de mecs torse nu.
Oui, c'est ça que t'as aimé dans le film? Ouais, torse nu avec des serviettes sur les épaules, c'est assez cool. Non, mais je pense que en effet, Miami Connection est quand même un peu une sorte de nanar ultime, surtout dans le genre du ninja. Pourquoi ? Parce que déjà, on va retrouver vraiment des costumes des années 80 dégueulasses. Non, mais on peut le dire, vraiment, les costumes sont moches. Sur le micro. On a des petits mecs moulés dans des petits jeans et des petits t-shirts, mais globalement, c'est assez laid. Le son est horrible, le mixage sonore est ni à faire ni fait. Sachez que ça passe en VF à Nanarliage, donc c'est très très important de le mentionner. Et là, pour préciser, on a regardé les 2 films en VF aussi. Ouais. On a de la moustache. On a du mulet, on a de la moustache et du mulet sur des mêmes personnes, on a de la pilosité au niveau du torse, on a des dialogues qui sont incroyables. Ça n'a l'air de rien, mais vraiment j'en ai un que j'ai retenu et Sia m'a rigolé en même temps que moi, c'est vraiment la sœur qui dit je paye mes études de la fac. J'ai envie de dire, genre, tu fais des études de fac en fait. Voilà, je paye mes études de fac. C'est très important les études de fac. Et surtout, ne pas oublier les scènes de combat qui sont d'une mollesse et d'un kitsch, vraiment c'est la catastrophe, en sachant que le réalisateur et le comédien est quand même professeur d'arts martiaux, donc je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais voilà, c'était très 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 mou. Précisons que c'est mou, mais que c'est quand même finalement pas si mal filmé que ça comparé à des trucs qu'on s'est déjà tapé ici pour Nanarliage et qu'on s'est déjà tapé à Nanarliage, ou des choses qu'on s'est tapé en général. Je trouve pas ça si mou que ça. C'est vrai qu'il y a une ligne de conduite jusqu'ici par rapport aux Nuits Nanarliage qui est vraiment centrée sur, je pense, la figure du ninja et des arts martiaux. On a eu Samurai Cop la première année, Black Ninja l'année passée. Et donc là, cette année, on arrive sur Miami Connection. Alors, le titre dit comme ça, on s'attend pas forcément à avoir un film d'arts martiaux comme ça aussi assumé, mais là, pourtant, c'est complètement le cas. Dès la scène d'ouverture, où on voit toute une bande on comprend que c'est des malfrats parce qu'on les voit venir intervenir lors d'un échange de cocaïne. Donc, évidemment, on est tout de suite dans des milieux criminels, on le comprend. Mais alors, ce qui frappe déjà immédiatement, c'est le côté très déguisement Wish des ninjas qui sont oui. Ils les ont achetés sur Amazon ou sur Wish. Oui, tout à fait. T'as l'impression qu'ils sont allés emprunter des draps mais qu'ils les ont rapidement enroulés autour de leur tête. Et alors, moi, un truc qui frappe dès le début du film, et en fait ça se poursuit sur l'entièreté du film, c'est que contrairement aux précédents films que j'ai cités, là, il y a un vrai effort qui est fait, notamment, Caroline le mentionnait, il y a quelque chose qui fonctionne en fait en termes de découpage pour une fois. Enfin, tu vois, surtout dans les séquences de baston en réalité. Et puis surtout, il y a quelque chose qui fonctionne au niveau de l'éclairage. C'est plutôt bien éclairé. La colo est cohérente par rapport à autre chose. Voilà, c'est dur à dire parce qu'on parle quand même de nanar. Donc, mais il y a une intention artistique, il y a une recherche. On sent qu'il y a une intention artistique qui est plus ou moins assumée du début à la fin. Ce qui fait que, et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que parfois il y a des moments de longueur. Et souvent dans ce genre de film, les moments de longueur, on a le temps de vagabonder un peu, de laisser son esprit un peu partir, de regarder le cadre, de se rendre compte qu'il y a des gens qui font coucou, par exemple, c'était pour Black Ninja, il me semble. Black Ninja, on a beaucoup voilà, tout à fait. Et donc là, on découvre des choses. Oui, là c'est ça en fait. Là, dans les moments d'accalmie où on s'ennuie un petit peu et où il y a des scènes de dialogue parfois un peu lunaires qui durent, mais en fait, on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent que de subir ce dialogue. Voilà. Mais la soirée sera cool. Oui, alors effectivement, quand je le dis comme ça a l'air complètement éclaté, juste d'être un film ennuyeux, mais en fait, là où il y a vraiment de la saveur sur ce film, c'est sur sa VF. Parce que la VF, c'est souvent, quand on parle de cinéma... Licky Larson, quoi. Oui, voilà, c'est ça, quand on parle de cinéma néerlandais, mais là où un épisode de Licky Larson était fait par des doubleurs plutôt professionnels qui simplement mettaient l'accent, surlignaient quelque chose de grotesque, et là, on a vraiment affaire à des gens qui... dont peut-être le doublage n'est pas le métier. Alors, il parle comme ça, et on va aller casser de la gueule les ninjas à côté. Ah ouais, et comme le disait Caroline, ou c'était peut-être toi, il y a quelque chose en termes de mixage et de doublage qui est parfois à côté de la plaque. Moi, je me souviens qu'il y a des moments du film où je ne comprenais pas pourquoi un même personnage changeait de voix, par exemple. Mais voilà, il y avait ce genre de choses.
Ouais, et même au niveau justement des scènes chantées, il y a vraiment des décalages entre les lèvres qui bougent et finalement les paroles de la chanson, ou même les gens qui tapent dans leurs mains, mais d'une manière complètement déconnectée, pas du tout en rythme. C'est super drôle. Tout à fait. Et en fait, ce que tu évoques là, ça, c'est vraiment une particularité du nanar, et même plus généralement du cinéma d'exploitation, c'est que souvent, l'idée pour pouvoir exploiter un film en salle, c'est au moins de le faire arriver à 1h30. Et parfois, il y a certains films, quand ils sont un peu fauchés comme ça, tu sens qu'ils trouvent des techniques pour un peu allonger les plans. Exact. Et là, pour le coup, il y a, par exemple, il y a des éléments... Bon, voilà, il y a des scènes de concert. À un moment, ça fait un peu avancer l'intrigue, sauf que les concerts, je ne sais pas pourquoi, c'est un choix du réel. Elles sont développées dans le film, va développer in extenso en fait. C'est-à-dire que ça commence, puis à un moment les enjeux narratifs de la scène sont déjà réglés, et puis là on attend la fin de la chanson, tout simplement. Et donc on les voit, ils chantent, et toi t'es là, t'attends. Ça dure 5 minutes. Voilà, tu t'applaudis un peu, bon voilà. J'ai pas en rythme, très important. C'est pas des chansons très fun non plus, donc c'est même pas comme si on avait ça à se mettre sur la dent, quoi. Mais je vous l'ai dit pendant qu'on regardait, ça me faisait vraiment penser à Jem et les hologrammes, quoi. Ouais. C'est ce dessin animé où on avait des chansons qui n'en finissaient pas, avec des plans chant contre chant permanent sur les chanteuses avec des boucles d'oreilles beaucoup trop grandes. C'était vraiment ça. C'est le kitsch des années 80. On aime bien, hein. On aime bien. Voilà. Et alors, en fait, quand tu as résumé le film, on peut un peu se perdre en fait dans l'intrigue que tu as racontée tout à l'heure, et c'est normal en fait, c'est pas de la faute de Marine, hein, ça. C'est vraiment, il y a quelque chose dans le film qui est pas toujours super compréhensible. Il y a des petites intrigues dans l'intrigue, c'est vraiment comme une oui, je sais pas, une espèce de mise en abîme, parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que tu sens quand même qu'il y a un attachement, c'est-à-dire qu'on va pas commencer à suivre des dialogues, certes lunaires, mais auprès de personnages qui n'ont rien à voir avec l'intrigue, puisque on te parle par exemple du père disparu d'un des membres du groupe, mais à un moment, quand tu vois le dialogue arriver, tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là, ça Et ça servira quand même pour la fin du film, pour apporter un petit peu d'émotion quand même dans le dernier quart d'heure. Ça sert comme J'étais un peu émue d'ailleurs. Non, je déconne. Je me disais. Mais oui, et là évidemment, effectivement, si pour peu que tu puisses commencer à réussir à être ému en te disant, tiens, en termes d'écriture, pour moi ça fonctionne et tout, quoi qu'il arrive avec la VF, rassurez-vous, c'est complètement en décalage avec ce que vous êtes censé, voilà, c'est pas avec ce que vous êtes censé ressentir lors de la séquence. Et puis alors, je parle même pas de certains moments complètement lunaires. Il y a notamment une séquence où il y a 2 flics qui arrivent et qui disent, oh là là, les bandes de loupards dans la ville, on commence à en avoir marre, hein. Je comprends pas du tout ce que cette scène fait là, d'autant plus qu'elle est à nouveau très mal jouée avec une très mauvaise VF, mais voilà, pour moi le principal attrait de ce film, c'est vraiment sur sa VF. Moi je trouve que globalement, le film quand même se termine sur un espèce de climax assez fun, avec des scènes un tout petit peu plus gore, on va dire, que pendant le reste du film. Il y a notamment une scène de tête tranchée qui débarque un peu nulle part, que Caroline a loupé, c'est dommage. Du méchant, pour montrer qu'il est très très méchant, il tue l'un des leurs. Donc la fin est quand même assez jouissive en fait sur ce côté déchaînement de sang, et les personnages sont complètement, expansifs, ils pètent les plombs, en fait les gens pète complètement les plombs, et donc c'est assez fun à regarder. Sachez que ce spoil ne gâche pas la vision du film. Antoine, un petit mot? Non, il faut que tu viennes devant le micro. Donc les gentils pètent les plombs, avec un joli message à la clé à la fin quand même. Oui, il y a une morale. Une très belle morale. Est-ce qu'on doit le dire? On va pas spoiler la morale, mais ça se termine sur une belle morale dont on a bien besoin aujourd'hui. Que j'ai déjà oublié d'ailleurs là. Je l'ai plus là. Je vais pas la dire. Je vais pas la spoiler. Mais non, moi je voulais juste sur la question des concerts et des longs, du long morceau entièrement à l'écran. Tu te réjouis de chanter? Oui, alors il paraît que ce sera chantable. Ce sera chantable. D'après ce que j'ai compris, ce sera un peu en mode karaoké. Exactement. Ouais. Mais c'est aussi que pour moi, je crois que ce film ne s'est jamais remis des rues de feu de Walter Hill, qui commence exactement de la même façon, c'est-à-dire avec un concert, avec une chanson quasiment en entier aussi, où des méchants loupards en moto arrivent, donc vraiment, et c'était 3-4 ans auparavant, donc vraiment je sens que notre cher YK Ryu, comment il s'appelle? En tout cas, YK Kim. Je sens que YK Kim ne s'est jamais remis des rues de feu. Voyez les rues de feu, c'est un très bon nanar friqué. Il est très très bien. Nanar avec argent. Il y a aussi ce personnage que je trouve assez particulier de la sœur dans le film.
qui est un des seuls personnages féminins, si c'est pas le seul. C'est le seul personnage féminin qui, à un moment, qui étudie la fac. Mais quand tu commences à étudier la fac, exactement. Mais quand tu commences le film, en fait, t'as l'impression que ça va être un vrai enjeu, qu'elle va servir de pivot, tu vois, pour le développement narratif de certains personnages. Et je pense qu'à la moitié du film, comme ça, d'un coup, elle se désagrège complètement. On la sent plus du tout. Et là, je me dis, c'est un peu dommage parce que là, finalement, on revient sur. Mais un peu comme chaque année. Hein, ça, c'est un peu le rendez-vous habituel avec les nanars. C'est sur un film complètement 100% masculin, testostéroné. Et puis, à nouveau, tu évoquais, mais il y a toujours ce cliché des années 80. Tu vois, c'est pas un film qui se passe dans les années 80. C'est un film qui fantasme une vision des années 80 avec. Et comme tu dis, tous les clichés sont dessus, quoi. Tu vois, t'as la coupe mulet sur le moustachu avec le torse toisonné comme ça. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que malgré l'aspect extrêmement mascu quand même du film, c'est quand même extrêmement porno-gay, quoi. Ils sont tous en train de se toucher, ils sont tous torse nu à se regarder, à se prendre dans les bras. Enfin, c'est très drôle et je pense qu'ils n'ont pas du tout conscience de ce qu'ils sont en train de montrer à l'écran non plus, quoi. Oui, il y a plein. Et en plus, tu vois, il y a la réflexion d'Antoine. Je pense qu'elle vaut pour les films de Walter Hill et je pense qu'elle vaut aussi pour plein d'autres films parce qu'il y a un moment, il y a une séquence avec ce qui semble être le maître à penser du groupe de musique qui est un restaurateur mais qui est champion de taekwondo apparemment. Mais en fait, le moment où il leur donne un petit peu sa philosophie de vie, je pense qu'on a tous pensé à Karate Kid. Mais oui, tu vois. Donc voilà, tu sens aussi que c'est un film qui plagie pas mal, quoi. Tu vois ce qui pouvait se faire à l'époque ou ce qui est un peu dans l'air du temps. Mais chouette film. Chouette film. Même si je me suis un peu ennuyé quand même, je dois l'avouer. Mais on se réjouit en tout cas de vous le faire découvrir. Et puis en plus, il passe en premier, donc comme ça, il y aura énormément d'énergie justement pour chanter les chansons. Mais c'est un film à voir dans une salle bondée. Oui, il y aura surtout beaucoup de bière, je pense. À fond. Ça va aider. Je pense que ça va aider. Moi, je ne boirai pas de bière cette année. Est-ce que c'est une promesse, un pari avec toi-même? Non, je boirai des bières, mais pour le film, parce qu'il y a un jeu d'alcool qui est éventuellement à faire sur le film dont on va parler après, qui peut être très très marrant. C'est vrai. Mais on en reparlera par la suite. Si on a terminé avec Miami Connection, on peut peut-être enchaîner sur Troll 2. Sur Troll 2. Voilà, qui est le film de chevet de Caroline, il faut le savoir. Voilà. J'aime beaucoup ce film. Alors, j'avais vraiment hâte de vous montrer Troll 2. Alors, Vincent l'a déjà subi 1 ou 2 fois avec moi au ciné-club que j'organise ici à Liège. Troll 2, c'est un film de Claudio Fragasso qui est sorti en 1990 pour nos copains français. Claudio Fragasso, c'est lui qui a co-réalisé Virus Cannibal avec Bruno Mattei. Et le film est produit par Joey D'Amato qu'on connaît bien chez Mefamo. Ici, on enregistre ce podcast parce qu'on a déjà parlé beaucoup de Anthropophagus, de Emmanuel et Françoise, et surtout d'un film dont Siam veut absolument prononcer le titre. Porno Holocauste. Alors il faut qu'on le regarde. On a hâte. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce film? Donc c'est la famille Waits qui part en vacances dans le village de Niblog. Alors Niblog, si vous l'écrivez sur votre... Nilbog. Genre, je ne sais même pas le prononcer. Nilbog. Ils partent en vacances dans le village de Nilbog. Si vous écrivez Nilbog sur votre petit papier maintenant, lisez-le à l'envers, ça fait Gobelin. La petite subtilité qu'on va voir. C'est des trolls ou des gobelins? Ça s'appelle Troll 2, mais c'est des gobelins. Voilà, des goblins. Il y a un truc un peu inconvénient. Donc, ils échangent. On voit que déjà à ce moment-là, c'était la mode. Ils échangent leur maison avec une famille de fermiers. Ils aiment bien insister sur le fait que ce sont des fermiers. Donc, les fermiers sont censés vivre comme au siècle dernier. Ils sont censés aller vivre un mois dans la maison des fermiers. Les fermiers allaient vivre un mois dans leur maison super moderne. Ils disent c'est un peu bruyant, il y a de la pollution, mais il y a de l'électronique, il y a des ordinateurs. Je sais plus ce qu'ils racontent, mais c'est très drôle. Il y a un micro-ondes. Alors Joshua, c'est le petit garçon de la famille. Lui, il est hanté par le fantôme de son grand-père disparu. Et son grand-père disparu n'arrête pas de lui donner des petites mises en garde comme ça. N'y allez pas, sauve-les, n'y allez pas, c'est dangereux. Comment s'appelle le grand-père disparu, Caroline? Ah oui, c'est grand-père 7. Grand-père 7. Parce qu'il y en a eu 6 autres avant. Qui ressemble à s'y méprendre à Taylor Dawes dans Gilmore Girls avec Charlotte et Siam. On a cette ref
exceptionnel. Donc Joshua sait que le village est en proie à un mal étrange, mais il ne sait pas trop quoi, il fait des cauchemars, tout ça. Et effectivement, ce troll est en proie à une communauté de trolls qui sont végétariens, qui transforment donc les gens en plantes pour les manger. Aidé par une sorcière au jeu d'actrice absolument... Incroyable, discret, je pense que c'est le mot. En fait, il y a deux personnages, il y a elle et ses sourcils. C'est génial. Ouais. Et son maquillage noir. Antoine le disait pendant la projection du film, c'est que à chaque syllabe, il y a un mouvement différent dans ses sourcils, c'est incroyable. Si tu veux, je peux parler comme ça tout le reste du podcast. Oui, voilà. Si t'as envie, tu vois. Tu fais exactement sa tête. Vous pouvez pas voir, mais. Oui, c'est un podcast, donc personne ne. Oui. Ah, bah il y a CM qui filme. Donc, alors, Troll 2, pourquoi il y a un Troll 1. Alors, absolument aucun rapport entre les deux histoires. Sachez que dans Troll 1, il y a un personnage qui s'appelle Harry Potter, donc rien que pour ça, il faut voir le film. Alors, j'ai le beau coffret avec le 1 et le 2. Ce film a longtemps été le film le plus mal noté du site IMDb. Après, les fans de Troll 2 ont été remontés la note pour que le film remonte un peu en cote. Il y a un documentaire qui a été réalisé qui s'appelle Best Worst Movie, qui a été réalisé dans les années 2000 par le petit garçon, enfin pas par le petit garçon, par l'acteur qui joue le petit garçon Joshua, qui s'appelle Michael Stephenson. Il a été un peu retrouvé tous les acteurs du film, il leur a demandé un peu leur avis. Donc il y en a qui vivent vraiment ça, comme par exemple George Hardy qui joue le père, qui est un peu content, il est devenu dentiste, mais il revit un peu sa seconde jeunesse en allant dans les fêtes un peu Troll 2, comme ça il est assez fan. Et alors il y a un plan un peu triste, je me rappelle vaguement parce que je l'ai vu il y a 10-15 ans ce docu, et Antoine me dit qu'il a ce docu, donc j'ai très très envie de le revoir, où on a Claudio Fragasso qui assiste à une projection de son film et qui est un petit peu étonné, il comprend pas trop pourquoi les gens se marrent en fait. Il dit mais non, c'est un film d'horreur. Voilà, c'est un film d'horreur. Alors il faut savoir que ce film, c'est un peu la colline à des yeux du pauvre. Il y a un petit côté horrifique, ça pourra plaire aux fans d'horreur, ça pourra se plaire aussi aux fans de popcorn, parce que nous, je trouve que ce film est vraiment fait pour le Popcorn Club. Il y a du sexe, il y a du popcorn, il y a du popcorn pendant du sexe. Il y a du popcorn pendant du sexe. Il y a quand même on pense que c'est un peu le film Popcorn Club par excellence. C'est un peu l'emblème de notre podcast. Oui. Oui. Alors pourquoi est-ce que j'aime ce film ? Donc ce film, je l'ai passé déjà 2 fois à mon ciné-club. J'ai déjà regardé 1 ou 2 fois. J'ai fait subir à quelques potes comme ça. J'aime ce film parce que je trouve que la colo, elle est dingue. Je trouve que le vert vous verrez, il y a beaucoup de vert dans le film. Le vert des substances, des aliments, tout ça est extrêmement dégueulasse. Les maquillages sont en même temps extrêmement mal faits et en même temps exceptionnels. J'arrive pas à me dire que c'est un film de merde tout en sachant que c'est un film de merde. C'est très compliqué en fait. Je trouve je trouve ce film fascinant parce que je trouve que ce film il est généreux dans le sens où tu vois que le gars il a vraiment voulu s'éclater quoi. Et ça me plaît. Ça me plaît tout en constatant tout à fait que ce film est une catastrophe scénaristique. Mais il y a un côté généreux qui me plaît. Mais alors, on en parlait pendant le film. Moi, je l'avais jamais vu en VF. J'ai toujours vu en VO. Et à Nanarliège, on passe les films en VF parce qu'on trouve toujours que les films sont plus mauvais en VF. Et ici, on s'est rendu compte tous ensemble que la VF est exceptionnellement bonne parce que ce sont de très bons acteurs. Et ça nous a presque perdu en fait. Très bons comédiens, plutôt spécialisés dans le doublage. Comédien de doublage, c'est vrai que je le prononce mal. Oui. On a par exemple Marine, tu parlais donc qui joue Joshua. Brigitte Lecordier quand même. Donc qui joue la voix de Sangoku. Oui, tout à fait. Et de Oui. De Sangoku et Sangohan, donc Sangoku petit. J'ai pas les noms des autres, mais je sais qu'il y a la voix de Tom Hanks, par exemple, et de Tom Cruise. Il y a la voix de Kirsten Dunst. Enfin, voilà, plein de voix qu'on a vues dans plein d'autres films. Et donc, ils sont vraiment bons, en fait. Ils amènent un autre côté au film. Peut-être préciser que c'est un film qui date de 1990. On l'avait... Oui, je pense que je l'ai dit, 1990. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Vincent ? Tu l'avais déjà vu, toi ? Oui, je l'avais déjà vu. En fait, ce que tu disais m'a fait remarquer qu'en fait, c'est vraiment, comme je le disais plus tôt, la première année où je me rends compte qu'on a 2 films qui arrivent à suivre une ligne esthétique plus ou moins claire, en fait, d'un film à l'autre. Parce que là, comme tu le dis, visuellement, il y a des intentions qui sont vraiment surlignées. C'est vraiment stabilo-bossé, mais au moins, il y a quelque chose qui se tient. C'est-à-dire que je dis, le vert va être ma couleur. Je t'en mets partout. Même dans les gâteaux. J'ai un message que je veux faire passer qui est...
si ça se trouve, c'est peut-être bien mal pris. En fait. Mais pour moi, c'est un film clairement anti-végétarien. Tu vois, c'est contre le végétarisme qui veulent complètement changer un peu nos habitudes. Et ils disent, mais en fait, on va finir par se faire bouffer par ces nouveaux modes de pensée, de dogme. Il y a un personnage qui meurt parce qu'il mange une pomme. Oui. C'est fou quand même. C'est pour ça que j'aime ce film, tu vois. Et par contre, je me sens menacée, donc je me sens vraiment dans l'histoire, quoi. Mais oui, mais par contre, celui qui se fait attaquer par du popcorn, lui, on ne sait pas ce qui lui arrive. Ah, il prend son piège, je crois. Oui, on ne sait pas. Antoine fait le nom de la tête, en effet. C'est le moment comédie du truc. En fait, la dernière réplique, c'est genre, oh, pitié, plus de popcorn, j'en peux plus. Voilà. Ok. C'est ça. Mais non, sinon, moi j'aime beaucoup, en fait, pour une raison toute simple, c'est que, mais de mémoire, je sais que c'est un film qui est vraiment intéressant à voir parce que tous les acteurs, absolument tous, sont en roue libre. Soit ils savent pas du tout ce qu'ils font là, soit ils sont, comme on l'évoquait avec la sorcière qui vit dans sa hutte là. Clarida. Creedence. À chaque fois, c'est Creedence, je sais pas quoi. À chaque fois, j'ai envie de dire Creedence Clearwater. Mais elle, par exemple, oui, elle est dans le surjeu complet. Mais là, effectivement, le regarder en VF, c'est... Quelle jeune fille appétissante en fait, pour les hommes. C'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu perds... C'est paradoxal parce que d'un côté, tu perds le côté nanardesque du film et d'un autre côté, ça te permet de mettre en lumière que c'est aussi un film qui est plutôt bien rythmé, en fait. Surtout quand en comparaison avec le film précédent de Miami Connection qui est bourré de longueur, là, en fait, Troll 2, tu peux très bien le vivre un peu premier degré, te laisser aller... Il paraît quand même un peu long sur la fin. Je dois dire que l'heure 30 en paraît... parfois un peu trop sur la fin. Oui, mais je pense que c'est parce qu'on vient de voir 2 films aussi qu'on l'aurait regardé comme ça tout de suite. Ça aurait été plus les pattes. Voilà. Mon avis, ça joue. Et que j'ai déjà vu 4 fois. Lorsqu'on l'avait regardé, lorsque tu avais organisé un ciné-club avec ce film-là, c'était pas du tout... Il n'y avait pas de longueur sur la fin. Moi, je l'avais pas senti comme ça. Vrai. Mais là, on l'avait regardé en VO. Alors, est-ce que ça change quelque chose ? On était plus attentifs. Voilà, je ne sais pas. Et toi, Marine, tu l'as aimé, Troll 2 ? C'était ta première C'est ce première que j'allais dire, c'était fois. Ouais, tout à fait, c'était ma première fois avec Troll 2. On aime les gobelins. Non, franchement, j'étais assez étonnée, je m'attendais vraiment à quelque chose de un milliard de fois pire. Là où j'ai été vraiment prise dedans, ça m'a fait penser en fait aux téléfilms complètement fauchés de mon enfance, les téléfilms fantastiques, un peu par exemple les suites du comment ça s'appelle, du truc sans fin, l'histoire sans fin. Je me rappelle l'histoire sans fin, il y avait des suites complètement nul qui passait à la télé à mon époque. Ça m'a vraiment fait penser à ça, donc j'ai vraiment adoré. En effet, on retrouve, comme tu disais, l'espèce de message, je veux dire, actuellement un peu anti-woke, anti-vegan, anti-végé, et c'est marrant de voir ça dans les années 90. Que dire de plus ? Je dis oui, donc en effet, je proposais tout à l'heure de faire un jeu d'alcool pendant le nanar Liège. C'est en fait le petit garçon insupportable passe son temps à dire « grand-père !» Et donc, si à chaque fois on boit un petit coup dès qu'on entend « grand-père !» Non, ne faites pas ça, il risque d'avoir pas mal de gens à l'hôpital. Mais donc, en fait, vraiment... Mais Antoine proposait du Jet 27 pour que ça reste dans la colo du film. Amenez vos bouteilles de Jet 27. Il y a un petit côté à la Jägermeister, c'est pas un peu vert fluo comme ça ? Non. Je sais pas, vous savez, à moi l'alcool, je connais pas. Mais vous serez raccord, c'est ça. Prenez du Jet. Et en fait, il y a pas un autre alcool vert ? Il y a pas un truc vert ? Non, pas soa, c'est orange. J'ai en souvenir un truc vert, mais je sais pas ce que c'est. Si. Oui, du Pisagne, voilà, c'est ça. Absolument rien à voir avec le Jägermeister. Voilà. Mais ce que j'aime encore bien, c'est justement les films, les survivalistes, les survival, et je trouve que là, c'est vraiment ça. On dirait un peu un début, comme on disait, La colline à des yeux, ou même Massacre à la tronçonneuse. Il y a plein de moments du film qui me font penser un peu au début de Massacre à la tronçonneuse. On arrive vraiment dans une espèce de village de pecnos, des gens de la ville qui débarquent chez les pecnos et qui doivent survivre face à ça. C'est un survival, hein, tout à fait. Complètement. Et donc, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là également. Et donc, il y a aussi une des scènes du film avec le personnage de Arnold, scène qui est assez iconique, mais du coup j'ai regardé parce que c'est peut-être c'est un vrai tour de force que ce soit possible, l'acteur qui joue le plus mal, même pas seulement de ce film, je crois de l'histoire de l'humanité. C'est vrai, mais en français ça passait encore. Non, c'est quand même très mauvais. Quand il se fait balader dans son pot là, moi j'en pouvais plus quoi. À chaque fois oui, parce qu'il y a des personnages qui deviennent des plantes, littéralement. J'ai le plan en tête là maintenant, parce qu'en plus le plan est long, tu vois, où il tire le pot et tu vois que lui il est comme ça debout, il se laisse. Malheureusement, on est un peu obligé de vous le mimer, donc là vous l'avez pas, mais venez voir le film. Venez voir le film en salle, parce que rien que pour cette séquence, rien que pour cette scène. Tu crois qu'ils viennent pour le film ou pour nos mimes ? Pour les deux, pour l'animation qu'on propose, c'est de qualité.
Mais d'ailleurs, on parle de l'animation, mais peut-être avez-vous encore un mot à dire sur Troll 2 avant qu'on... Moi, il y avait juste un autre élément qu'on n'a pas tout à fait mentionné dans le film, c'est qu'il y a un côté, enfin, comme tu dis, il y a un côté très gore. Et en fait, ça aussi, je pense qu'il y a un côté liant avec le premier film, qui est que le film, le Miami Connection, dans sa toute première séquence, les 5 premières minutes, tu as l'impression que tu vas voir un film très gore, et puis... Ça te le fait disparaître, et la toute dernière séquence, d'un coup, il te remet des petits éléments, un œil crevé par-ci, par-là, des choses comme ça. Et là, par contre, dans Troll 2, même si t'as pas une goutte de sang, ce verre suintant là, qui sort des gens dès qu'ils se mettent à consommer leurs aliments, en fait, tout est fait pour te dégoûter du véganisme. Ça me faisait aussi penser un tout petit peu à Street Trash. Vous avez vu Street Complètement. Trash? Complètement. Et Antoine mentionnait Bad Taste aussi. Oui, Bad Taste, et j'évoquais aussi un petit peu les productions Trauma. Oui, il y a quelque chose, il y a un héritage en fait que tu sens complètement. Alors assumé ou pas, je ne sais pas, mais si vous êtes plutôt dans cette veine de film et que vous aimez plutôt ce ton-là et ces effets gore, ces effets stylistiques-là, alors vous allez complètement vous y retrouver dans Troll 2. Et c'est vrai que là-bas, l'horreur en tant que telle, le dégoût vient vraiment fait de la nourriture, parce qu'on dit véganisme, mais pas que. Enfin, ce verre, l'espèce de gelée. À un moment donné, il y a toute une histoire avec du lait, avec de la crème, avec du popcorn, du maïs. Enfin, il y a vraiment tout un imaginaire et une symbolique autour de la nourriture, mais même une symbolique très phallique en fait. À un moment donné, les scènes de sexe qui sont utilisées avec un maïs. Bah oui, enfin, vraiment, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, ce n'est pas un maïs, Marine, c'est un objet sexuel. Évident, pas tout à fait. possible. Tout à fait. Et effectivement, ce verre, à aucun moment tu peux te dire qu'il est appétissant. C'est un verre fluo. Si vous avez jamais vu le film, c'est un verre complètement fluo. Et quand la mère dit regarde toutes ces belles choses appétissantes, no way quoi. Qui a envie de bouffer ça quoi. Un gâteau avec écrit Eat Me en verre fluo. Et sans spoiler non plus, il faut quand même dire que la résolution vient du salami. Oui. vient du jambon salami. C'est un Dagobert qui sauve. Il parvient en effet à se prémunir de l'agression de ces trolls, notamment via de la... Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que on disait un peu, il y a comme une sorte de 4e acte. Enfin, en fait, il y a une fin après la fin. Et moi, je m'y attendais pas du tout. Par exemple, en découvrant le film ici, et j'ai été hyper agréablement surprise de me dire, ok, je pensais vraiment que ça allait partir sur une fin super petite fin lissée, choquante, etc. Et en fait, tu pars vraiment vers quelque chose de trash. Et ça m'a plu. Oui, tout à fait. Mais là, je te rejoins. Je suis d'accord. Ouais. C'était un bon moment. Peut-être juste repréciser que donc la soirée Nanarliage, c'est donc 2 films, mais pas que. Il y aura aussi des cuts. Donc les cuts, pour ceux qui sont habitués à la soirée Nanarland, ce sont en fait des extraits de pire film de l'humanité choisi pour cette année. Il y aura un quiz aussi, vous pourrez gagner des cadeaux. Il y aura des animations faites par nous, membres du Popcorn Club, faites par les Grignoux. On sera en bonne team. Il y aura à manger, il y aura à boire. Ça commence à 18h au cinéma Le Parc. Les projections, c'est jusqu'à minuit 30, je pense. Puis après, on va faire la fiesta. Une belle soirée années 80 animée par DJ Lourd. On va bien s'amuser. Les places sont en vente sur le site des Grignoux. Il en reste au moment où nous enregistrons cet épisode. Nous allons vous faire gagner 2 fois 2 places sur nos réseaux sociaux. Il faudra avoir écouté cet épisode, donc j'espère que vous avez bien pris quelques notes parce qu'on a des petites questions à vous poser pour vous faire gagner 2 fois 2 places. Et voilà, qu'est-ce qu'on doit dire d'autre ? Est-ce qu'on a précisé, je ne l'ai peut-être pas entendu, qu'on pouvait venir de manière déguisée ? Ah oui, on doit venir de manière déguisée. Alors, on a une proposition, alors soit... Comme d'habitude, années 80, mulet moustache, parce que ça commence quand même à bien fonctionner à Liège. Jogging fluo, c'est pas mal. Et on a aussi l'option troll. L'option troll est pas mal. Troll sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Voilà, déjà, s'il y a du verre, je pense que c'est bon. Je pense qu'on est déjà bon. Donc voilà, et ce sera donc ce samedi 5 avril. Et on aura un concours de déguisement également. Tu fais bien de le mentionner, le déguisement, parce qu'on aura un concours de déguisement. On aura un concours de déguisement qui mixera tant les mulets années 80 que des trolls. Vous êtes tous les bienvenus sur scène avec nous. Avec encore pas mal de super lots à gagner, des DVD, des trucs horribles. Peut-être qu'il y aura encore un poisson qui change. J'étais extrêmement jalouse l'an dernier parce que vu que j'étais dans l'organisation, je ne pouvais pas gagner ce poisson. Je râlais quand même un petit peu. Un petit mot encore ? Moi, je vous dis, retrouvez-nous le samedi 5 avril. Nous, on sera là et on boira un verre avec vous avec plaisir.
Si vous écoutez cet épisode après le 5 avril, tant pis pour vous. Les nuls. Ce sera pour l'année d'après. Ce sera pour l'année d'après. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcasts. Apple Podcasts, Spotify et YouTube, entre autres. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux où vous pourrez suivre les coulisses, les aventures de nos invités qu'on oblige à se déguiser en popcorn. Et n'hésitez pas à nous laisser des likes, des commentaires, à réagir à nos publications, car ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre amour de la pop culture partout dans le monde.